sur notre table ronde dédiée à l'IA que vous annonçait Martin tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de vous présenter et d'appeler à me rejoindre Benjamin Haynes, Nicolas Voiret, Pierre Pontier, Charles-Henri Hainaut. Merci de nous rejoindre. Parce que l'IA, depuis le début de cette matinée, elle est à la fois en toile de fond, un élément de contexte. Là, on va pouvoir aller avec vous, mes chers amis, plus en profondeur sur la projection de la ressource qu'elle peut représenter dans des applications très particulières. Benjamin Haynes, vous êtes CIO, cofondateur de PredictOps, qui est un éditeur qui fait aujourd'hui de l'IA prédictive pour la gestion opérationnelle des SDIS. Alors, on verra que ce n'est pas l'origine de l'entreprise, mais c'est très intéressant cette évolution. Et donc, vous accompagnez des services publics d'urgence. Nicolas Voiret, mon cher Nicolas, vous êtes directeur général d'une entreprise dont on a parlé tout à l'heure, Provence AI, qui est une start-up spécialisée dans la détection de fraude. Ça rappelle le témoignage de tout à l'heure de Jean-Charles. L'analyse prédictive dans le secteur public. Et Pierre Pontier, vous êtes directeur général de Namirial, acteur français de la confiance numérique. On va parler d'identité, de signature électronique, d'archivage probant. Et puis, Nicolas, mon cher Nicolas, vous êtes... non, Nicolas, on l'a vu, pardon. Georges Charles-Henri, vous êtes le directeur de produits et R&D de Nexpublica, en charge de la vision technique, de l'intégration des solutions au sein de la maison. Nicolas, on commence ensemble ? Super. On a beaucoup parlé de la fraude sociale depuis le début. Oui. Comment... J'ai constaté. Ben oui, mais parce qu'il y a un levier et on a quand même en toile de fond, on a à la fois un sujet politiquement sensible, on a un enjeu budgétaire qui nous parle dans la contrainte qui est la nôtre, et puis on a une ressource qui est l'IA aujourd'hui qui peut changer la donne, non ? Alors on pouvait faire de la lutte contre la fraude sociale avant l'IA. Oui. On manquait pas d'en faire. Ouais, bon. Effectivement, ça a été souligné, c'est parfois un enjeu politique. Ce qu'il y a surtout, c'est que ce qui existe, le principe de la lutte contre la fraude sociale, c'est qu'on ne rentre pas dans les détails de ce qui est mis en place. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, historiquement, principalement par la CAF, la Sécurité sociale, assurance vieillesse, etc. On peut dire qu'il y a plusieurs approches. Il y a ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire ils vont aller chercher, ils vont croiser des données dans leur système pour essayer de trouver effectivement que les ressources dites à tel endroit ne sont pas les mêmes à un autre endroit. On va pouvoir utiliser les visites à domicile, c'est coûteux, mais ça permet dans pas mal de cas aussi de pouvoir détecter des incohérences sur le terrain. Et puis, on va utiliser aussi, puisqu'une grosse partie des cas de fraude dans le monde de la fraude sociale passe à travers la paperasse, la bureaucratie, et donc on va traiter effectivement les documents, les dossiers, regarder si c'est cohérent, s'il y a des falsifications sur les documents, etc. Y compris les documents numérisés, puisqu'on a en distanciel, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est un sujet qui est encore en train de... Il y a beaucoup d'innovations encore qui se font dans ce domaine-là, et parce qu'on voit qu'il y a plein de trous dans la raquette. Et alors l'idée, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-Charles, la détection prédictive, c'est ça ? C'est l'amont. C'est-à-dire que c'est compliqué de récupérer les fonds. Oui. Voilà. Je pense qu'on peut le confirmer. Le taux de récupération d'indu, il est parfois extrêmement faible, parce que l'argent est dépensé, donc très compliqué d'aller récupérer des fonds. Et puis vous avez toutes les... Parce qu'on parle toujours du fraudeur du voisin d'à côté, parce que la branche de son arbre dépasse dans notre jardin. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations. Une grosse partie de la fraude sociale, elle est faite par les entreprises, par des professionnels. Et notamment, ce qui généralement nous inquiète et ce qu'on trouve particulièrement injuste, c'est... Bon, alors le voisin, c'est pénible, ça c'est clair, mais c'est quand c'est vraiment organisé et que c'est des fraudes à enjeu, et quand on a des sociétés éphémères qui sont montées, alors c'est le cas typique dans le monde de l'URSSAF, où on va aller chercher des prestations, des compensations, puis ensuite la société, elle est éphémère parce qu'on la ferme. Et ensuite, comment on va aller chercher les fonds ? Donc, il y a beaucoup de modes opératoires dans la fraude. Donc après, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'on essaye de détecter, quels sont les modes opératoires sur le terrain. Voilà. Quand on est dans l'action sociale, on voit très bien, parfois,
C'est simple, vous avez un dossier, vous devez le reposer chaque année, et chaque année, il va falloir repayer l'ergothérapeute, alors que votre gamin, peut-être qu'il n'a pas changé sa pathologie, c'est la même, donc vous allez changer une date. Ouais, c'est pas grand-chose, ça. Et puis, vous avez au contraire des réseaux qui sont maintenant très, très bien organisés. Et c'est aussi qu'est-ce qu'on veut aller détecter. Ce qui est clair, c'est que s'il est possible de faire de la fraude, ce sera exploité à un moment ou à un autre. Ça, c'est certain. Alors, on a déjà des expérimentations qui permettent de voir ce qu'on peut recouvrer, non pas recouvrer, ce qu'on peut produire comme détection. Parlez-nous du RSA notamment, sur lequel vous avez pu expérimenter. Ouais, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le RSA, ce sont les départements qui ont une grosse partie des documents, des dossiers. Il y a tout un ensemble. Je veux dire, ça fait... la CAF ne nous a pas attendu pour mettre en place des contrôles. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des contrôles. On va recouper les informations, etc., avec des enquêteurs qui sont formés, qui peuvent aller à domicile, etc. Sauf que malgré tous ces contrôles et ces fonds qui sont investis, on se rend compte, parce que la Sécu a un truc génial, c'est qu'ils font ce qu'on appelle le paiement à bon droit. C'est-à-dire que tous les 2 ans, ils ont des vrais spécialistes qui arrivent et qui se plongent dans les dossiers et qui prennent 6000 dossiers de tout type d'aide sociale ou d'inclusion, etc. Et ils regardent les dossiers et ils disent « Bon, celui-là, il n'aurait pas dû passer. Bon, celui-là, il n'aurait pas dû passer, celui-ci non plus. » Et donc, on arrive à voir... Le RSA, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment des taux très, très élevés. C'est-à-dire qu'à la fin, ces spécialistes-là, ça c'est les chiffres officiels de la Sécurité sociale, disent malgré tous nos contrôles, il y a 16 à 20% des dossiers qui n'auraient pas dû être payés. C'est considérable. Alors, c'est considérable. Pour plein de... Après, il y a une multitude de modes opératoires. Alors derrière ce niveau de volumétrie, ça peut être une aide à la décision de l'investissement, parce qu'on est dans un contexte budgétaire pas évident. C'est quoi ce que vous pouvez constater comme période, pardon de parler de gros mots, mais de retour sur investissement, de l'investissement sur la détection? Alors on trouve toujours que la technologie est trop chère, mais quand il y a beaucoup d'enjeux et qu'on récupère énormément... Si on est sur du 16-20% de gros montants... oui, on ne parle même pas de retour sur investissement, parce que ce serait vulgaire. Ce serait même peu crédible. Oui. Mais c'est des rapports de 1 à 100. Ouais. C'est logique. Puisque mettre en place une technologie, bon, ça va coûter ce que ça va coûter, mais à la fin, ça reste des technologies qui... Donc c'est quoi? C'est financé dans l'année? C'est autofinancé la transition? En quelques mois, en quelques semaines, ça peut aller très vite. Ouais. Mais il faut savoir ce qu'on va rechercher aussi, parce qu'il faut toujours prioriser. Et puis, ce n'est pas une approche... On pense toujours, quand on parle fraude, on pense... le document est falsifié. Mais en fait, ça demande bien en amont de bien connaître tout son flux documentaire, de pouvoir croiser les données. Bon, je ne vais pas monopoliser toute la parole. Et puis, juste pour dire qu'on pense au RSA, parce que c'est des choses qui nous agacent toujours en tant que citoyens, mais la fraude sociale, elle est en fait dans toutes les prestations. Parce que c'est pas si compliqué. En plus, on essaye de faire évidemment que l'accès aux droits soit plus facilité. Bien sûr. Donc on met en place des systèmes qui sont plus simples, des parcours, parce que la bureaucratie, ça énerve tout le monde et on sait que les gens en ont besoin. Et donc on simplifie aussi, on essaie de simplifier les démarches, on les fait en ligne, etc. On accepte les photos qui sont prises pour aller mettre un justificatif de domicile et tout ça s'entend parfaitement bien. Sauf que évidemment, aujourd'hui, vous pouvez aussi aller créer un RIB. Vous ouvrez un compte nickel chez le buraliste, faites le test. Le buraliste vous demande à peu près rien, et pour 10 € vous avez un IBAN. Ouais. Et puis il y a plein d'outils. C'est hyper facile d'aller modifier les documents. Soyons clairs, c'est très très facile. Donc il y a la ressource, il y a en face qui est le moyen de travailler en amont. Oui, alors. Encore une fois, il y a les croisements de données. Ça, c'est une partie. Après, la fraude, c'est ce que dit la Sécurité sociale. À 60%, c'est dans les documents. Ouais. Sauf qu'on ne peut pas former tous les agents, tous les fonctionnaires, tous les agents de la fonction publique territoriale à savoir détecter. La plupart ne sont pas visibles à l'œil nu. Là où l'IA va nous aider, c'est qu'elle va détecter des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais 60% des fraudes sont en fait devant nous. Elles sont dans les dossiers. On va continuer notre tour sur du potentiel exploitation de l'IA avec Benjamin. Benjamin, je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez avec les pompiers. Qu'est-ce que permet l'IA prédictive dans une maison comme un SDIS? Alors, globalement, Predictops, donc notre IA prédictive, elle permet aux SDIS de passer du réactif au proactif.
on équipe les salles de traitement des appels. Quand vous appelez le 18, vous tombez dans la salle qu'on équipe. Et grâce à ça, en fait, ils peuvent s'organiser, planifier les ressources sur les 12 prochaines heures. Ils peuvent déplacer, prédisposer des véhicules. Ils peuvent communiquer aussi avec leur hiérarchie, mais aussi avec leurs différents partenaires, comme le SAMU, pour dire je serai en capacité ou non d'assurer ma carence ambulancière. Il y a eu toujours des démarches de prévision, d'anticipation quand même sur les services de secours et d'urgence. Qu'est-ce que change l'IA ? Alors, ouais, globalement, ils utilisaient des méthodes traditionnelles de statistiques, de data mining. Ouais. C'était moyennement fiable. Globalement, on l'a mesuré. C'était fiable à hauteur de 50-60%. Donc, une chance sur deux que ça soit bon, quoi. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fait, on apporte des variables externes, des données météo, par exemple, qui viennent expliquer ce qui va se passer. On a près de 1000 variables aujourd'hui qui sont utilisées. Ouais. Il y a l'historique, bien évidemment, mais aussi s'il y a un match de foot, s'il y a une manifestation, si c'est le départ des vacances. Voilà, tous ces éléments-là nous permettent d'avoir une prévision spatio-temporelle. Donc on est capable de dire à tel endroit, à tel moment, le risque est important ou on risque d'avoir plusieurs interventions. Et on peut regarder rapidement, ça c'est une idée de tableau de bord. Là, l'enjeu, ce qui est suivi ici, c'est la réception d'appels, le niveau de réception d'appels, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne comme résultat concret sur le terrain ? Qu'est-ce que vous avez déjà observé ? Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est la partie prévision des appels. Donc sur la partie gauche, c'est plutôt l'historique, où on voit les volumes d'appels et les temps de traitement de l'appel. L'objectif de la prévision, c'est ce que je vous disais, c'est de s'organiser pour pouvoir réduire ces temps. Les temps d'intervention, mais aussi les temps de décrocher. Et donc, sur l'horloge de droite, c'est une horloge sur 24 heures, vous voyez des codes couleurs, des tranches horaires, ce qui permet de dire, OK, vous serez en tension ou non sur ces créneaux horaires-là. Donc on met les équipes en regard. Voilà, les équipes l'ont en permanence et du coup, dans ces centres de traitement d'appel, ils peuvent aujourd'hui s'organiser et dire « Ok, je ferai mon sport sur ce créneau-là plutôt que celui-là. J'irai déjeuner à ce moment-là pour éviter de laisser mes petits copains face à la tension et le volume important d'appels. » Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que PredictOps, vous n'êtes pas né pour servir les pompiers au départ, vous venez d'un environnement qui n'a rien à voir en traitant de la prédiction. Voilà, historiquement, donc, ma société, c'est SAD Marketing. En fait, on bosse pour le retail. Donc les magasins, la distribution. Voilà, Decathlon, Carrefour, toutes ces enseignes-là. Et en fait, on prédit le chiffre d'affaires qu'ils feront le jour où ils ouvrent un magasin à tel ou tel endroit. Donc rien à voir avec le service public et les services d'urgence. Alors rien à voir, oui et non. En fait, les méthodes sont les mêmes, les variables sont essentiellement les mêmes aussi. Par contre, effectivement, la finalité n'est pas tout à fait la même. Et c'est un laboratoire universitaire qui est venu vous chercher. Voilà, et exactement, en fait, c'est des travaux qui ont été menés à l'origine entre un SDIS et une université. Et ils sont arrivés à la conclusion que oui, c'est prédictible, les interventions. Et par contre, voilà, les chercheurs, une fois qu'ils ont fait ça, ils publient un article et ils passent au projet de recherche suivant. Ce n'est pas leur objet d'industrialiser. Donc il fallait chercher des gens qui avaient développé ce genre d'algorithme et de technologie que vous avez donc adapté pour nos amis pompiers. C'est exactement ça. Nous, on avait effectivement à la fois les compétences et déjà une première plateforme opérationnelle, ce qui a permis d'accélérer la mise sur le marché de la solution et à un coût moins important que s'ils avaient dû démarrer from scratch. On parlait de la conduite du changement, la difficulté d'apporter de nouveaux outils. Les pompiers ont vécu comment l'arrivée de cet outil ? Alors, il y en a qui sont plus innovants que d'autres et donc plus à la pointe de ces éléments-là. Mais au début, ils nous appelaient Madame Irma dans la salle parce que voilà, on est la boule de cristal. Et puis, premier événement où on prédit justement et ils ne l'avaient pas anticipé, commence à gagner la confiance, un deuxième, un troisième. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'en passer. Là, j'ai une anecdote assez rigolote. C'est dernier 31 décembre, donc grosse soirée pour les pompiers. Normalement, la directrice du département était là pour justement venir les soutenir et faire un petit tour avant la soirée. Et l'outil prédisait un calme plat.
Et ils n'ont pas osé le montrer en se disant ils se trompent. Et finalement, il ne s'est rien passé ce soir-là parce qu'il faisait très froid et qu'il pleuvait. Donc c'est plus Madame Irma, c'est l'outil de travail. Voilà, ça devient du coup un vrai outil de fiabilisation des décisions et d'accélération aussi des prises de décision. Il y a des perspectives d'extension à d'autres métiers du secteur public notamment pour vous? Alors, on a déjà entamé les travaux. En fait, l'ARS a identifié nos travaux et on est en train de dupliquer la même chose pour les hôpitaux à l'échelle d'une région. Donc, on prédit les urgences et les hospitalisations dans une logique de bed management en fait, des établissements. Et après, il y a aussi des ouvertures sur d'autres marchés. On peut imaginer autour de la sécurité ou à l'international aussi avec qui on a déjà noué certains contacts. Donc là, on est bien sur ce qu'on voit depuis le début de la matinée, c'est-à-dire la technique, les outils pour une meilleure allocation des ressources dans un environnement contraint et finalement mieux servir l'intérêt général. Je continue à dérouler avec Pierre, cher Pierre Pontieux, directeur général de Namirial. Votre cœur de métier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance numérique. Comment est-ce que l'IA renforce, modifie vos solutions ? Merci déjà à Next Publica de m'accueillir. Le premier point sur la confiance numérique, il y a le mot confiance. Et donc, on a vu avec Cyprien tout à l'heure. Donc la confiance, le premier point, c'est de savoir à qui on a affaire et si on peut lui faire confiance. Et donc, le point, c'est de se dire, mais comment de l'artificiel et de l'intelligence artificielle peut être du concret derrière. En fait, le point numéro 1, c'est vraiment de se dire comment de l'humain, je peux essayer de reproduire de la rapidité pour être vraiment efficace et pour être efficace non seulement sur la partie expérience client, mais aussi pour lutter contre la fraude. Parce qu'en ce moment, c'est un mot qui est vraiment sur toutes les bouches. Alors après, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est très, très galvaudé, notamment aussi avec la Gen AI. Le point, c'est de se dire, sur certains sujets, l'intelligence artificielle a été le seul moyen d'identifier la fraude. Par exemple, au niveau de la fraude identitaire, il faut savoir que la carte d'identité française, c'est le document d'identité le plus fraudé au monde. Aïe. Et c'est douloureux. Donc, c'est douloureux. Nous, notre métier, maintenant, ça fait depuis plus de 15 ans que nous avons développé notre propre modèle d'identification des pièces d'identité en France pour pouvoir traquer la fraude. Alors, qu'est-ce qu'apporte la nouvelle intelligence artificielle ? En fait, au-delà de la connaissance, ça apporte de la rapidité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché où il faut toujours avoir un temps d'avance sur les fraudeurs, tout en garantissant une expérience client fluide. Parce qu'à la fin, il y a des utilisateurs. Et si lutter contre la fraude, ça arrive à des parcours qui sont des parcours du combattant, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut toujours trouver le bon balancier. Et en fait, l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles nous permettent d'être extrêmement efficaces pour contrer les fraudes qui sont de plus en plus protéiformes et qui arrivent d'horizons absolument différents. D'accord. Du point de vue du citoyen, qu'est-ce qu'on peut en attendre comme bénéfice concret ? On a dit vous restez rapide, fluide, mais... Alors, sur le citoyen, le premier point, c'est un point d'accessibilité. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la digitalisation, le numérique ouvre des portes et facilite la vie des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement ? Ça veut dire que des fois, il y a des services qui ne sont pas ouverts tout le temps. Je suis loin, je suis en déplacement et je veux pouvoir accéder à un service parce que j'en ai... une utilité vraiment, vraiment rapide. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'apporter des réponses qui soient le plus efficaces possible dans le temps, tout en recentrant l'humain autour de ce dispositif, en fait. Et ça, c'est absolument fondamental. Et après, pour le citoyen aussi, à un certain moment, j'ai fait une démarche, j'ai besoin de savoir où en est mon dossier. Et des fois, c'est assez simple avec l'IA aussi de prévoir le temps que ça peut prendre en fonction de différents critères. Donc, j'ai envie de dire, pour le citoyen, c'est vraiment trouver le bon compromis entre une expérience humaine et une facilité d'accès. Il y a encore des freins, selon vous dans vos discussions avec le secteur public et pas seulement? Je crois qu'il y a vraiment un gros point par rapport à l'IA, et nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a un frein d'éthique. Alors effectivement, nous entendons parler de l'IA Act, nous entendons parler du Data Act, qui est en vigueur depuis le 12 septembre là,
au niveau européen. L'IA n'est pas la solution à tout, et il faut rappeler quand même de quelque chose, c'est que l'IA sans l'humain ne serait rien. Et donc le premier frein à lever, c'est de dire, à la fin, c'est l'humain qui continue à tout contrôler. Et ça, c'est extrêmement important. L'humain contrôle tout, l'humain peut à tout moment arrêter l'IA, et l'humain aussi va apporter un œil que l'IA ne pourra pas apporter. Donc vraiment, le frein numéro 1, c'est de dire, ça reste éthique, nous conservons la donnée de manière sécuritaire, et vraiment, à la fin, in fine, c'est toujours l'humain qui contrôle tout. Merci Charles-Henri, je me tourne vers vous. J'ai envie de vous faire réagir à tout ce qu'on vient d'entendre, alors qu'ils sont juste une série de focus et on pourrait, dans d'autres éditions, décliner avec d'autres focus. Comment vous réagissez sur ces perspectives qu'ouvre l'IA pour l'ensemble du secteur public ? Je ne sais pas si c'est partagé par le reste de l'Assemblée, mais la première réaction, c'est d'être très enthousiaste. C'est beaucoup de promesses, de beaucoup de perspectives qui s'ouvrent et qui se démocratisent ou qui se rendent disponibles pour traiter des points très précis de lutte contre la fraude sociale, on en a parlé, pour ouvrir des champs d'innovation, comme on peut le constater avec l'initiative Predictops, ou pour aller vers le citoyen, simplifier les démarches vers les citoyens qui sont autant de bénéfices qu'on a envie de rendre disponibles pour l'action publique en France, évidemment. Le deuxième aspect qu'on ressent quand on discute avec nos parties prenantes, c'est un côté un peu étourdissant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel sein se vouer. Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est le chat? Est-ce que c'est du data mining, du machine learning, du deep learning? Enfin, il y a beaucoup de concepts. Et on sent que ceci crée de la réticence à essayer. La démarche de test and learn, d'essayer et apprendre et se familiariser avec ces usages, est difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de craintes. Et c'est un deuxième terme qu'on a entendu beaucoup ce matin, c'est la pédagogie. Ouais. Et ça va faire partie évidemment de notre rôle d'expliquer les enjeux associés à chaque outil d'IA, en quoi ils peuvent être utiles, en quoi d'autres solutions peut-être plus frugales sont aussi pertinentes et à utiliser. Et en tout cas, nous, on en fait notre mission d'utiliser ces outils nouveaux et enthousiasmants à bon escient, soit pour accélérer des processus métiers qui existent dans nos logiciels. Donc la fraude sociale, dans notre outil IODAS, on peut faire des traitements, mais pas les mêmes, évidemment, que ceux développés par Nicolas et son équipe. Et donc on veut pouvoir le rendre disponible, le mettre à disposition. Et charge à nous de faire en sorte que la manière dont cet outil est intégré soit compatible avec les métiers, qu'on sache l'expliquer et qu'on sache expliquer pourquoi on l'a choisi et en quoi est-ce qu'il répond aux besoins dans les garanties évidemment de sécurité et d'anonymité. Donc c'est vraiment cette démarche-là d'intégrer, de mettre à disposition, mais de manière simple et finalement le plus natif possible, le plus intégré possible dans les métiers que nous servons, dans la variété de métiers qu'on a pu voir déjà ce matin. Avec un sujet aussi qu'on vient de rappeler, c'est le rôle de l'agent public, parce que derrière on parle d'IA, d'automatisation, et en même temps il y a un sujet de lien, un sujet très humain, et puis de représentation par l'agent de son propre métier, de son rôle, de sa mission. Exactement. Donc on a parlé, et c'est très intéressant ce panel et tout ce qu'on a entendu ce matin. Donc l'IA est un formidable outil qu'on peut mettre au service du citoyen, on peut mettre au service de l'agent. Et ça touche une des thématiques qui nous est chère, qui est valoriser le métier finalement de l'agent public, qui encore une fois au travers de nos échanges avec eux, peuvent parfois se sentir un peu débordés par une avalanche réglementaire ou beaucoup de règlements, beaucoup de procédures, avec en effet des autorités de tutelle ou des règlements qui viennent un peu se superposer et qui finalement les privent d'être au contact des usagers. Ils sont engagés pour une mission de service public, ils ont vraiment ça attaché, chevillé au corps, et c'est fondamental dans leur engagement. Et donc on voudrait, et c'est ce qu'on va faire notre maximum pour leur permettre de dépenser un maximum de temps auprès des usagers, à accomplir la mission pour laquelle ils se sont engagés et les aider à accélérer, en tout cas à traiter plus simplement, de manière plus fluide, toutes ces démarches administratives qui sont là pour garantir un bon accès aux droits ou un bon traitement équitable, mais qu'on puisse le simplifier et le rendre le plus fluide pour eux, pour qu'ils déportent le plus de leur attention auprès des usagers. Donc le pari, c'est un peu de diminuer la frustration, de renforcer les facteurs d'attractivité, de sens qui sont à l'origine de l'engagement. Exactement.
le concept de notre plateforme, c'est d'interopérer très bien nos outils, les outils externes, mais finalement que cet aspect outillage, on intègre cette complexité chez nous, qu'on emporte cette responsabilité pour qu'on vous mette à disposition ce service applicatif qui est la définition juridique du SaaS, c'est-à-dire qu'on s'engage à ce que ça fonctionne et charge à nous de faire en sorte que, en effet, ça fonctionne tel que vous le souhaitez et dans les guides, dans les règlements que nous sommes chargés de respecter pour vous. Et c'est un concept très important parce que la conséquence logique qui nous anime beaucoup est matérialisée dans cette métrique qui en anglais s'appelle le time to value, qui est le délai entre le moment où vous avez souscrit une offre et le moment où vous en percevez la valeur ajoutée. On a mentionné 18 mois un peu plus tôt dans ce panel. On voudrait que ce soit 18 jours très prochainement et 18 secondes l'année prochaine. Parce que, encore une fois, la technique est là. La mise en œuvre, on sait la faire et on se fait fort de mettre en œuvre tout ce dont vous avez besoin. En revanche, aujourd'hui, dans les modèles de déploiement on-premise un peu lourds et le fait que nos solutions sont ce qu'elles sont, ce n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait. Mais on voudrait vous permettre d'accéder plus rapidement aux bienfaits de ces solutions qu'on a présentées, qu'on sait intégrer dans nos outils et vous permettre d'avoir dans l'action publique cette démarche d'essayer avant d'acheter, être plus agile, plus flexible et on se fera fort de nous rendre disponibles aux acteurs avec lesquels vous voulez travailler. Parce qu'encore une fois, on n'a pas vocation à tout internaliser, on ne sait pas tout faire et on ne veut pas tout faire. Et en intégrant tous les paramètres dont on parle depuis ce matin, vous le disiez, la frugalité, et la frugalité c'est économique au regard de la consommation environnementale dans l'intérêt collectif. Un grand merci à Benjamin, merci à Charles-Henri, Pierre, Nicolas, merci à vous tous.